Voilà, de retour au World Impact Summit avec Thomas Capitaine qui incarne le label international Engage for Ocean. Comme son nom l'indique en français, c'est s'engager pour l'océan, et Dieu sait que les océans sont un sujet de préoccupation lorsqu'on parle de transition écologique. Monsieur Capitaine, soyez bienvenu. Merci beaucoup. Alors je disais label, association, définissez-nous un peu Engage for Ocean. Engage for Ocean, c'est, je pense, avant tout une réponse à une vraie problématique qui est celle du financement aujourd'hui des actions environnementales. C'est vraiment parti d'un constat, c'est que les porteurs de projets, alors qu'on soit une entreprise, qu'on soit une association, qu'on soit même parfois un centre scientifique, la première difficulté à laquelle on est confronté quand on veut être utile, ou en tout cas qu'on veut agir, c'est de trouver les moyens d'agir. Et Engage for Ocean, c'est une réponse à cette problématique. Alors quand on parle de la protection des océans, pardonnez, c'est peut-être un peu réducteur, mais moi c'est l'image que j'ai en tête. C'est le fameux continent plastique qui dérive. Est-ce qu'on a une idée de ce que représente cet amas dans les océans mondiaux de plastique qui dérive, qui se coagulent entre eux et qui donnent des images absolument terrifiantes? Alors, vous avez raison d'abord de le signaler, la pollution plastique, c'est un enjeu qui est absolument majeur. D'abord, pour rappeler le problème du plastique, le plus gros des problèmes plastiques, c'est surtout cette dégradation. Le plastique qui part sous forme de bouteilles, sous forme d'emballage, va lentement se dégrader, se déliter, et puis finalement se transformer en petites particules qui vont, en tout cas à l'œil des poissons, à l'œil de toute la chaîne alimentaire, ressembler de plus en plus à du plancton. Et donc ce plastique finit par intégrer la chaîne alimentaire par le bas, polluer l'ensemble du vivant. Et qu'est-ce qu'il y a au bout du vivant? On mange du poisson qui mange du plastique. C'est exactement ça. Quand on jette un plastique en mer, finalement, on s'auto-alimente en plastique parce que par voie de conséquence, ça finit dans nos assiettes. Donc là, la notion du plastique, elle est très importante. Ensuite, pour revenir sur le concept même du continent de plastique, c'est un concept qui est très marketing. On n'a pas aujourd'hui au milieu du Pacifique une île sur laquelle on peut marcher. Les pollutions plastiques vont avoir une présence généralement entre 1 et 6 mètres de profondeur. C'est là qu'on va le retrouver et évidemment ça va être extrêmement diffus à notre échelle visuelle. Par contre, c'est les concentrations globales qui sont très inquiétantes parce que les océans ne sont pas statiques, ils bougent dans des grands courants qu'on appelle des gyres, les gyres océaniques. Et ces gyres qui fonctionnent comme des tourbillons finissent par concentrer les matières. Alors c'est formidable pour la vie parce que ça concentre le phytoplancton et le plancton, donc on a des zones de migration qui permettent des évolutions dans le vivant. En revanche, ça va aussi concentrer les pollutions et c'est là où le plastique devient un immense problème. Mais ce n'est pas l'unique problème. Non, on va reparler des autres pollutions, mais juste une dernière question sur le plastique. Combien de temps en moyenne met un plastique pour se dégrader totalement? Je sais qu'il y a des expériences, j'en ai vu dans l'océan Indien, par exemple, où on fabrique maintenant des bouteilles à partir de canne à sucre, par exemple, totalement biodégradables. Combien de temps met le plastique pour se désintégrer totalement? Et puis, est-ce qu'il y a des solutions alternatives à la bouteille en plastique, par exemple? Ça dépend du plastique. Une bouteille, PET, par exemple. PET, je crois que c'est à peu près 250 ans. Ouais. Donc quand on va le mettre, on va retrouver des traces, on va retrouver des morceaux de plastique pendant plus de 200 ans. Effectivement, il y a des alternatives qui commencent à émerger, notamment avec des cannes à sucre, aussi avec de l'amidon de maïs, qui sont des solutions qui sont intéressantes, mais qui ne règlent pas le problème. D'abord parce que ces solutions-là ne vont pas du jour au lendemain remplacer l'intégralité des bouteilles en plastique qu'on peut trouver. Et surtout parce qu'elles vont pouvoir donner, et c'est là où c'est très insidieux, elles vont pouvoir donner l'impression que la pollution n'existe finalement plus parce que cette bouteille est biodégradable. Or, la biodégradation de cette bouteille ne va pas se faire en 3 jours, elle va se faire sur des semaines, parfois des mois. Et surtout, elle va donner l'illusion dans l'esprit du consommateur que certaines bouteilles qui ne le sont pas pourraient l'être. Et donc on ne va pas régler le problème. Le vrai problème, il va être dans une pédagogie sur l'utilisation des ressources, sur la réutilisation particulièrement de celles qui peuvent être problématiques. Il faut vraiment aller en amont de la chaîne. Il faut oublier comment est-ce qu'on peut solutionner le problème quand il est dans l'espace naturel. Il faut le solutionner en amont quand on considère la matière et qu'on considère l'objet. Alors je parlais de la pollution plastique des océans, mais il y en a d'autres, vous disiez. Il y a d'autres types de pollution tout aussi inquiétantes.
Il y a des pollutions chimiques, des pollutions organiques, avec notamment des espèces invasives qui perturbent toutes les biodiversités. Vous avez des pollutions qui sont aussi beaucoup moins visibles, qui sont des pollutions d'urbanisation, retrait des littoraux, des retraits de côte. Vous avez des pollutions qui sont encore moins visibles, qui sont celles des navigations des voies maritimes. Alors je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu passer dernièrement une image sublime. Alors c'était dans un golfe du Mexique et vous aviez tous les navires qui passaient. Que Trump a rebaptisé golfe de l'Amérique. Merci de me corriger, effectivement, le golfe de l'Amérique pour ceux qui adhèrent à cette vision-là. Et on voyait une baleine, en fait, il y a une baleine qui avait été pucée. Et on arrivait à voir le tracé de tous les bateaux, de tous les navires dans cette zone, et on voyait une baleine. Et en fait, la baleine, partout où elle essayait d'aller dans une direction, finissait par se retrouver soit dans le sillage d'un navire, soit directement sur lui. Et donc on la voyait galérer pendant des semaines, la vidéo durait des semaines, et on voyait la baleine qui partait dans un sens, qui finissait par se retrouver coincée dans un coin. Et à chaque fois qu'elle trouvait une issue, ça redevenait une nouvelle prison sans jamais pouvoir sortir de cet estuaire. Je pense que ça, c'est une forme de pollution qui est extrêmement grave. Paul Watson a donné une interview, une super conférence hier où il a rappelé l'importance des baleines. Les baleines, ce n'est pas des animaux donc on peut contempler. Elles sont les fermières de l'océan. Quand les baleines avalent, elles rejettent. Et ce qu'elles rejettent, c'est un fertilisant absolument surpuissant, notamment pour le phytoplancton. Donc c'est la vie qui sort des baleines et qui peut exister grâce à elles. Quand on voit une baleine, donc une fermière de l'océan, se retrouver comme ça, piégée par une activité humaine, c'est à la fois très grave, c'est attristant, mais en plus, je pense que ça met le doigt sur une forme de pollution qu'aujourd'hui, on a du mal à mesurer. Thomas Capitaine, on est ici au World Impact Summit à Bordeaux, en direct. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on dirait que tous les industriels, les groupes industriels, ont pris conscience que sans protection des océans et donc de leur propre production, il n'y avait pas d'avenir pour la planète? J'aimerais vous dire oui. J'aimerais beaucoup vous dire oui. D'ailleurs, mon combat, c'est de faire en sorte qu'un jour, on puisse dire oui, mais non. Mais les pays en voie de développement, par exemple, ont moins de sans aller moyens. jusque là-bas. Rien qu'en France, sans aller jusque là-bas. Mais parfois, on voit aussi des vidéos sur les réseaux sociaux où on se dit, mais comment, sur des plages de pays pauvres, on peut avoir autant de déchets, autant de détritus. Alors, sans aller jusque-là, mais comment aider aussi ces pays à financer leur transition écologique pour protéger les océans? Financer, c'est une chose. Créer des modèles économiques, effectivement, c'est très intéressant. Je pense en Tunisie, notamment, où il y a eu des initiatives qui ont commencé à émerger, où les enfants, les jeunes actifs, ou en tout cas pas actifs précisément, peuvent aller ramasser les déchets sur les plages pour les revaloriser derrière. C'est des approches qui sont intéressantes, mais qui sont des pansements sur une jambe de bois, d'une certaine manière. Parce que le problème, il est en amont. C'est comment ce plastique s'est retrouvé ici. Il s'est retrouvé ici parce qu'on l'a produit avec un usage qui, visiblement, n'était pas adapté. Si on avait utilisé... Il faut savoir que le plastique, c'est vraiment fantastique. La chanson le dit, mais le plastique, c'est merveilleux. C'est une matière qui nous a fait humainement, notre civilisation, elle a explosé grâce à l'apparition du plastique. Le problème aujourd'hui, c'est pas le plastique, c'est l'usage qu'on en fait. On ne devrait si pas on revient notamment en France aux bonnes vieilles consignes, là, il va y avoir une tentative de consigner de nouveau les bouteilles de verre et donc de faire diminuer les contenants en plastique. Ce serait formidable. En faisant cela, on diminuerait quasiment de moitié les pollutions de rejet, en tout cas pour les contenants liquides. Ce serait absolument formidable. Les seuls qui s'y opposent aujourd'hui sont les lobbies du plastique, les lobbies des industriels, qui voient derrière cette consigne des problématiques, des interactions logistiques qui vont être complexes et coûteuses. Donc on va toucher à la rentabilité. Si on veut soutenir Engage for Ocean, vous avez quoi? Vous avez un site où on peut se tenir au courant de l'actualité, de vos actions? Absolument, mais on peut faire beaucoup mieux que ça. Engage for Ocean, c'est un outil au service des entreprises. C'est un label. Pour rentrer dans le mouvement et obtenir ce label, les entreprises doivent s'engager à faire une donation annuelle entre 0,2 et 1,5% de leur CA. Et en échange de cette donation, qui est défiscalisable en passant, on va nous, sous l'égide d'un comité scientifique qui est présidé par Catherine Chabot, qui compte des membres du GIEC, qui compte des ex-membres du gouvernement, bref quelque chose de très sérieux, ce comité va financer des actions très concrètes, notamment contre la pollution, pour la connaissance, et tous ces projets que nous finançons, nous mesurons les résultats qui sont attribués aux entreprises. Donc les entreprises sont gagnantes parce qu'elles participent à la préservation de la planète et donc de leur existence. Elles optimisent fiscalement et elles reçoivent en échange des résultats environnementaux pour leur bilan, pour leur communication, pour leurs actionnaires et finalement leur activité. Mille merci Thomas Capitaine, Engage for Ocean, d'avoir marqué un temps d'arrêt ici dans le studio de l'hémicycle. Tiens, d'ailleurs, je vous donne la dernière... revue de l'hémicycle publiée qui est consacrée justement au sommet des solutions impact positif ici au World Impact. Vous allez retrouver plein d'interviews, plein de solutions aussi. Merci beaucoup. Voilà, je vous donne le magazine. Merci beaucoup, on se retrouve dans quelques minutes. Merci pour votre accueil.